Moscou, 17 août 2026. Le ministre ghanéen des Affaires étrangères vient à peine de s'asseoir face à Sergueï Lavrov que la conférence de presse bascule. En pleine réponse sur la sécurité au Sahel, le chef de la diplomatie russe lâche une accusation d'une gravité rare. La France ne se contenterait plus de financer des groupes armés au Mali, des militaires ukrainiens réguliers, et non plus de simples mercenaires, y participerait directement. Une accusation que Moscou qualifie littéralement de terrorisme d'État. Dans cette vidéo, je vous montre l'intégralité de cet échange, minute par minute, ainsi que la suite tout aussi tendue sur le Japon et les îles Kouriles. Restez jusqu'à la fin parce que la dernière question va faire sortir Lavrov de sa réserve diplomatique habituelle. Et vous, pensez-vous que cette accusation contre la France est fondée ou qu'il s'agit d'un prétexte russe? Dites-le moi en commentaire. Je voudrais saluer encore une fois à Moscou mon homologue, le ministre des Affaires étrangères de Ghana. Nous avons eu des discussions approfondies sur un large éventail de questions telles que nos relations bilatérales ou les relations régionales. Nous avons constaté que les relations traditionnellement bonnes entre nos pays s'appuient sur des bases solides de compréhension mutuelle, d'amitié et qui ont été posées à l'époque de la lutte contre le colonialisme et l'établissement de l'indépendance et de l'État du Ghana. Nous avons tous les deux cette volonté de poursuivre à développer nos relations dans tous les domaines sur cette base positive en ce qui concerne l'économie, le commerce, les investissements, le développement de l'industrie. Monsieur le ministre a souligné l'intérêt du président du Ghana pour ajouter de la valeur à l'intérieur du pays, notamment autour des matières premières et pour développer les avantages de cette valeur ajoutée qu'on peut tirer de tous les domaines, et nous sommes prêts à contribuer à ce développement. Et nous avons parlé aujourd'hui du renforcement de la 5e réunion de la Commission intergouvernementale pour la coopération technique et qui normalement doit se dérouler cette année à Moscou. Les délais seront validés très prochainement. Bien évidemment, cette contribution sur le plan de nos relations économiques et commerciales se manifeste dans l'accord qui a été conclu à l'instant, et notamment pour une simplification avec un régime sans visa et une simplification des procédures consulaires. Et nous avons ici vu là un élément important pour encourager ces relations bilatérales. Sur le plan des domaines les plus prometteurs de nos efforts, notamment dans le contexte des préparatifs à la réunion de la Commission intergouvernementale, nous avons indiqué l'énergie, notamment l'énergie nucléaire. Des bases ont été mises en place, la reconnaissance géologique, et la livraison de haute technologie, d'engrais divers et dans bien d'autres domaines. Et pour notre part, nous saluons l'intérêt de nos amis pour l'établissement de contacts et le développement de ces relations avec les opérateurs russes, avec des mesures concrètes qui seront prises très prochainement pour incarner, mettre en pratique, je le répète, les intérêts tant du gouvernement de Ghana, qui sont très visibles, mais aussi beaucoup d'autres opérateurs économiques de la Russie. C'est ce que nous avons dit déjà. Nous avons noté une dynamique positive dans la coopération technico-militaire. Nos amis, très prochainement, devraient achever la ratification d'un accord de coopération militaire entre nos deux pays auprès de leur Parlement, et cela va dans le sens que nous souhaitons. Nous avons abordé aussi les questions d'échanges universitaires et académiques. Nous avons un très bon niveau dans ce domaine, et notamment la formation de personnel pour le Ghana dans les universités de Russie, et le quota pour ce pays
représente 120 places, avec des bourses fournies par le gouvernement russe, et donc cela sera quasiment doublé. Nous avons parlé, comme je l'ai évoqué déjà, des questions d'actualité régionale, africaine et internationale, notamment dans le cadre de l'ONU. Nous nous prononçons pour que les relations internationales soient plus démocratisées, conformément aux principes et objectifs de la charte de l'ONU dans leur totalité. Et nous avons insisté sur l'importance de l'égalité de droits de tous les membres et de leur droit à défendre leur propre évolution. Nous nous sommes mis d'accord pour valider nos prises de position au sein de l'ONU, notamment dans le contexte des discussions sur la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. De notre côté, nous avons noté l'implication particulière du Ghana dans les opérations de maintien de la paix de l'ONU, notamment en Afrique. Et le Ghana fait partie des 10 meilleurs pays en matière de contribution au contingent de la paix, et le Ghana, ces dernières journées, a participé à 8 opérations de l'ONU, essentiellement en Afrique, mais pas seulement. Nous exprimons beaucoup de respect pour la politique suivie depuis de longues années par le Ghana en matière de lutte contre le néocolonialisme et la question de surmonter les injustices de l'époque coloniale. Et nous nous prononçons pour que nos amis nous fassent part de leur projet de mesures à prendre dans ce domaine, et notamment dans l'initiative de l'ACRA et dans le cadre de l'Assemblée générale de l'ONU sur les questions de résolution de la question du trafic d'esclaves. Sur les questions régionales, nous avons évidemment parlé en majorité des questions de sécurité, de lutte contre le terrorisme sur le continent africain, en insistant sur la situation d'une manière générale dans la région du Sahel. Évidemment, cela concerne le Ghana et d'autres pays d'Afrique occidentale, et nous sommes prêts à apporter un appui, notamment pour la normalisation des relations entre les pays de l'Afrique occidentale et leur respect. Notamment, il y a cette question de la Confédération du Sahel, mais encore une fois, ce sont des pays voisins et nous sommes intéressés à ce que les relations soient normalisées, de même que les relations au sein de la Troïka du Sahel dans le cadre de l'Union africaine. Le Ghana va bientôt présider l'Union africaine et compte tenu de son implication particulièrement productive, et nous n'avons aucun doute sur le fait que cela donnera une impulsion supplémentaire dans les travaux de manière concrète qui seront menés au sein de l'Union africaine. J'ai remercié nos partenaires pour les informations sur les priorités qui seront suivies et promues par nos collègues ghanéens. Et dans ce contexte, nous avons parlé de l'importance de développer notre partenariat stratégique avec l'Union africaine. Et il y aura fin octobre à Moscou le 3e sommet Russie-Afrique. Et je suis reconnaissant à mon ami et homologue pour les informations transmises, à savoir que le président ghanéen confirme sa participation à ce sommet. Je considère que nous avons eu des discussions tout à fait utiles et j'ai l'honneur et le plaisir de céder la parole à mon homologue. Merci beaucoup, Monsieur le ministre Sergueï Lavrov.
Je voudrais vous remercier de l'invitation qui m'a été faite de me rendre en Russie. Au nom de ma délégation, je voudrais vous remercier très sincèrement pour l'hospitalité dont vous avez fait montre à ma délégation hier et aujourd'hui. Le président John Dramani Mahama a confirmé qu'il honorerait l'invitation du président Poutine pour assister au sommet Russie-Afrique. Et dans le cadre de ses engagements bilatéraux, il a indiqué qu'il était impatient d'assister à ce sommet important où il tiendra des rencontres bilatérales avec son homologue. Nos discussions d'aujourd'hui ont été extrêmement constructives et fructueuses. Je suis impatient des perspectives et des accords que nous avons décidé de mettre en œuvre. Je voudrais remercier le ministre Lavrov et saisir cette occasion pour le remercier de nos discussions qui ont été extrêmement sincères et très fructueuses. Nous venons de signer un accord qui prévoit l'absence de visa pour les passeports diplomatiques et de service pour nos deux pays, qui constitue le fondement d'une nouvelle ère de nos relations bilatérales. Nous voulons nous faire davantage confiance, nous voulons être en mesure de voyager, de faire des allers-retours dans les deux pays et ainsi stimuler nos relations. Et c'est comme ça que nous allons débuter des voyages sans obstacles et sans empêchement. Il s'agit là d'un accord qui constitue un jalon. C'est un accord que nous avons signé et cet accord ouvre les portes à un dynamisme que nous voulons mettre en place avec des investissements, de la formation, des échanges importants dans les domaines de la coopération scientifique et technologique que nous voulons renforcer. Au cours de la réunion bilatérale, j'ai voulu exprimer l'appréciation du Ghana à la Russie pour la résolution historique conduite par le Ghana qui déclare la traite des esclaves transatlantiques comme crime contre l'humanité. Et la Russie a été l'un des rares pays européens à voter en faveur et à ne pas s'abstenir. Le président Poutine a envoyé une délégation de haut niveau, enverra une délégation de haut niveau à Accra, ce qui constitue pour nous un fait profond de reconnaissance que nous avons exprimé à M. Lavrov et au peuple de la Russie, qui a toujours démontré sa fiabilité et son amitié en faveur des pays d'Afrique. Il y a ensuite la question de la traite des esclaves transatlantiques qui constitue une discrimination contre toutes les formes de discrimination. Nous voulons féliciter la Russie de se tenir aux côtés de l'Afrique à cette occasion. Nous allons accueillir un sommet très important sur la restitution, notamment s'agissant des artefacts culturels qui sont d'une importance capitale puisqu'ils concernent beaucoup de pays européens qui ont fait beaucoup de l'argent et qui refusent le retour de ces artefacts sur le continent africain. La Russie a décidé de se tenir à nos côtés pour ce sommet sur la restitution qui se tiendra à New York en marge de l'Assemblée générale. Nous appelons tous les pays en conscience de soutenir l'initiative du président Mahama
C'est une question de pure justice. Il est important de travailler ensemble pour traiter les conséquences de l'esclavage transatlantique et de tout ce qui l'accompagne. Nous sommes mis d'accord également pour travailler pour la paix et la sécurité. Vous connaissez la situation au Sahel. Vous savez qu'elle devient extrêmement précaire et elle devient l'épicentre du terrorisme et de l'extrémisme mondial. Nous avons décidé de travailler ensemble avec la Russie pour aider nos frères et sœurs du Sahel, Niger, Burkina Faso et Mali. Le président Mahama a décidé d'organiser une conférence pour permettre un rapprochement entre toutes les parties, notamment en marge de la CEDEAO. Nous ne voulons pas les isoler, nous voulons au contraire les inclure pour écarter la menace du terrorisme et de l'extrémisme qui ne peut pas être considérée comme une menace susceptible d'être combattue par des efforts isolés, mais au contraire par des efforts collectifs. Nous considérons la Russie comme un partenaire fiable avec beaucoup de crédibilité. Donc nous pensons que lorsque nous travaillons avec la Russie, eh bien, nous pouvons avoir le soutien nécessaire de ces pays. Et nous sommes prêts à prendre la présidence de l'Union africaine en janvier de l'année prochaine. Et nous continuerons de travailler avec l'ensemble des partenaires internationaux pour résoudre les conflits qui se prolongent au Sud-Soudan, en RDC, la question de l'extrémisme au Sahel, les violences dans le golfe de Guinée, toutes les questions d'instabilité que nous voyons se dérouler aujourd'hui. Je veux saisir cette occasion de remercier la Russie qui étend et qui prolonge les bourses des étudiants ghanéens. Le nombre de bourses a été doublé et nous voulons remercier le président Poutine et le ministre des Affaires étrangères Lavrov de ce geste. Je vais donc rentrer chez moi avec beaucoup d'éléments positifs. Nous allons passer à 240 bourses. Et les domaines sont la robotique, l'intelligence artificielle, les sciences et les technologies, l'ingénierie, des domaines prioritaires pour notre gouvernement. Nous nous sommes mis également d'accord pour signer un certain nombre de protocoles d'entente dans le domaine de l'exploration des minéraux, les domaines de la géologie. Nous allons signer également des protocoles d'entente concernant l'extradition. Nous n'avons pas aujourd'hui d'assistance mutuelle concernant l'extradition et très rapidement, nous allons signer un accord et qui sera ratifié par nos parlements de manière à ce que nous puissions avoir un système d'aide et d'entraide. Nous considérons qu'il est temps de coopérer sur le plan de la défense et la signature de ce protocole d'entente qui a eu lieu en 2016, eh bien, ces protocoles d'entente n'ont pas été ratifiés par nos parlements, ce qui est nécessaire pour approfondir notre coopération en matière de lutte contre l'extrémisme, contre la piraterie dans le golfe de Guinée et également pour que nos services de renseignement puissent échanger. Nous avons également discuté des questions des médias. Nous avons décidé de signer un protocole d'entente pour accueillir des médias en Russie et au Ghana, de manière à ce que nos médias puissent coopérer avec RT, Sputnik Afrique, de manière à ce que vous puissiez coopérer avec le GPC au Ghana. Comme vous le savez,
Le Ghana est une des démocraties en meilleure santé de toute l'Afrique. Nous avons des partenariats avec beaucoup de pays, les États-Unis, la Voix de l'Amérique, la BBC. Et nous avons également un partenariat avec Al Jazeera. Il est donc normal que Sputnik et RT puissent s'exprimer dans le cadre de l'équilibre de l'expression et des perspectives sur des questions mondiales. Je dois également dire que lors de nos discussions bilatérales, nous avons soulevé la question du conflit russo-ukrainien. Et nous voyons une augmentation des victimes, notamment des mercenaires. Et donc il y a eu 62 Ghanéens qui sont morts et nous avons été satisfaits de la réponse du ministre Lavrov qui a promis de travailler ensemble contre le recrutement illégal. Nous allons ainsi pouvoir protéger la vie des jeunes qui ont été enrôlés sur le front. C'est une question qui inquiète bien sûr beaucoup les Ghanéens et nous voulons nous assurer que les jeunes sont protégés et j'ai en ce sens reçu une réponse très encourageante de la part du ministre des Affaires étrangères Lavrov. Nous allons continuer de travailler ensemble pour lutter contre ces canaux illégaux de recrutement de manière à protéger la vie de nos citoyens. Dans l'ensemble, ce fut une rencontre extrêmement bonne et je veux exprimer mon estime pour cet engagement. Nous souhaitons un engagement très fructueux. Arrêtons-nous une seconde sur ce que vient de dire Lavrov, parce que ce n'est pas un détail. Depuis des années, Moscou accuse l'Occident de soutenir des groupes armés au Sahel de manière indirecte, financement, formation, discours. Là, c'est différent, on passe du soutien logistique à l'accusation d'une implication militaire directe de soldats ukrainiens réguliers dans une attaque contre un État souverain africain. Si c'est vrai, ça change la nature du conflit, on ne parle plus seulement d'une guerre russo-ukrainienne qui se joue en Europe de l'Est, mais d'un prolongement du conflit jusqu'en Afrique de l'Ouest. Si c'est faux, ou exagéré, c'est un outil de communication redoutable pour Moscou. Ça permet de justifier la présence de l'Africa Corps sur place, de légitimer son rôle aux yeux des opinions africaines, et de renvoyer la responsabilité de l'instabilité régionale sur d'anciennes puissances coloniales. Dans les deux cas, cette phrase va circuler. Gardez-la en tête pour la suite, parce que Lavrov ne s'arrête pas là. Va poser une question. Bonjour, je m'appelle Mariam Fudjo, je suis correspondante de RT Russia Today. J'ai deux questions aujourd'hui. L'une concerne M. Lavrov, la deuxième sera adressée à Monsieur le ministre du Ghana. Donc on parle de la coopération avec les pays du Sahel. Comment la Russie apprécie-t-elle l'évolution sur le plan de l'instabilité dans les pays d'Afrique occidentale et quel rôle elle peut jouer pour éviter et repousser les menaces pour les autres pays tels que la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Bénin. Et nous venons d'aborder cette question et Monsieur le ministre en a parlé de façon tout à fait claire. Il a exposé la position du président du Ghana en disant que l'Afrique a besoin de coopération pour renforcer la sécurité, en premier lieu face au terrorisme, et nous comprenons bien que pour cela, il faut que tous les États situés dans la région agissent ensemble. Ce sont les pays de la CEDEAO, ce sont les autres États qui font partie de l'Alliance des États du Sahel, et
le président Mahama a accordé une grande attention à la question de la normalisation entre les pays de l'AES et les pays de la CEDEAO. Et nous, la Russie, nous saluons absolument une telle position. Et c'est ce que nous avons dit récemment lors de notre visite en Afrique, en rencontrant les autorités de l'Union africaine, et notamment aussi en rencontrant les dirigeants de l'AES. Il s'agit ici de surmonter les problèmes survenus de l'extérieur et passer à une coopération pratique et qui soit avantageuse pour tout le monde. Cela concerne tous les pays signés, Ghana, Côte d'Ivoire, Togo, Bénin, et avec tous les collègues et avec les dirigeants de la CEDEAO, nous avons des consultations régulières dans le but de renforcer cette coopération. Et la CEDEAO signera bientôt un mémorandum, notamment en matière de sécurité. Donc il y a un intérêt. Et mon homologue l'a confirmé aujourd'hui. Et il me semble qu'il sera dans l'intérêt de tous ici de s'appuyer sur les besoins au quotidien en matière de sécurité pour la population de tous ces pays d'Afrique occidentale, établir des ponts, prendre des mesures concrètes entre la CEDEAO et l'AES, et nous contribuerons à cela. Merci beaucoup. Ma deuxième question sera pour vous, Monsieur le Ministre. Nous savons que le Ghana demeure l'un des pays les plus importants de la CEDEAO, alors que la Russie a eu une relation très importante avec les pays du Sahel, et vous l'avez dit, avec le Mali, le Niger et le Burkina Faso ces dernières années. Est-ce que le Ghana considère la Russie comme un partenaire potentiel pour restaurer le dialogue entre la CEDEAO et les pays du Sahel? Et quel est le rôle exact, pensez-vous, que la Russie peut jouer? Eh bien, merci beaucoup de votre question. La Russie joue un rôle très important pour stabiliser la situation au Sahel. Et au cours de la réunion, j'ai transmis les félicitations du président Mahama et du peuple du Ghana à la Russie pour le rôle qu'elle joue. Nous saluons le partenariat qui nous est offert pour nous aider. C'est une solution qui est conduite par les Africains avec l'aide internationale. Le président Mahama n'a pas ménagé ses efforts depuis le début de son mandat, depuis son investiture, pour, et malgré l'ostracisation, et même si les relations ont été très difficiles avec la CEDEAO. Et il s'agit d'entreprendre des démarches pragmatiques. Ensuite, suite à une réunion, il a réuni 2 conférences de sécurité pour traiter de la situation. Et avec cet engagement, il est devenu clair que les partenariats internationaux devaient avoir lieu, puisque l'Afrique devient l'épicentre du terrorisme mondial. Et nous ne pouvons pas nous appuyer sur quelques pays. C'est pourquoi nous nous réjouissons de la coopération, de la contribution de la Russie à l'Africa Corps et à la stratégie qui est mise en place. Nous ne voyons pas la Russie comme quelqu'un qui n'a pas été invité. La Russie a été invitée et elle nous aide à stabiliser la situation. Nous avons rédigé un accord, nous rédigeons un accord qui a été signé par les Russes et nous voulons mettre en place un nouveau cadre qui bénéficie du soutien de l'AIEA et de la CEDEAO, permettant ainsi de neutraliser les extrémistes. Et donc la participation de la Russie est la bienvenue. Nous considérons la Russie comme un partenaire important pour lutter contre le terrorisme et nous voulons davantage de collaboration à cet égard, parce que la sécurité du Sahel, la stabilité du Sahel, eh bien, c'est la sécurité et la stabilité collective du monde entier. C'est comme ça que nous la voyons. Merci beaucoup. Interfax, s'il vous plaît.
Bonjour, j'ai une question à Monsieur Lavrov. Quel commentaire pouvez-vous faire des déclarations de certaines structures de défense des droits de l'homme occidentales qui disent que l'Africa Corps russe en Afrique, au Mali, était la source de la mort de civils? Vous savez, nous travaillons sur des bases tout à fait officielles correspondant à la demande de pays africains, des autorités de ces pays, et l'Africa Corps remplit les missions que ces gouvernements lui confient. Il s'agit avant tout de missions visant à repousser les attaques terroristes soutenus notamment par des pays qui n'arrivent pas à consentir à la perte de leur influence coloniale en Afrique. Certains disent que c'est la France qui travaille directement avec ces formations armées, les armes, les finances et leur fournit de l'équipement et qui finalement pose des problèmes pour ces pays dans la zone du Sahel et du Sahara, et ce sont des pays qui ont décidé de rompre définitivement avec leurs anciens colonisateurs. Et donc ce qui nous inquiète un peu, même pas un peu, même beaucoup, c'est l'information selon laquelle ceux qui organisent et financent de l'étranger ces opérations de groupes armés clandestins, cela se fait avec la participation de mercenaires ukrainiens. Et c'est même plus des mercenaires, mais ce sont même des militaires. Donc, il y a certains attentats et des manifestations de terrorisme contre les pays du Sahel qui ont été commis. Et au printemps, il y a eu donc une attaque très forte par les représentants, justement, de ce groupe armé soutenu par des Ukrainiens au Mali. Il a été difficile de réprimer ces... Je ne sais pas ce que disent ces organisations, ces associations de défense des droits de l'homme. En tout cas, il est clair depuis longtemps que quand nous avons parlé de la présence en Afrique, l'extension de la présence de RT et de Sputnik, et Monsieur le ministre a soutenu donc l'extension de la représentativité des médias internationaux dans son pays pour que la population et les voisins puissent avoir un tableau complet de la situation dans tel ou tel pays et la possibilité de juger de ce qui se passe à l'international. En ce qui concerne RT et Sputnik, bien avant ces événements, en 2017, M. Macron, devenu président, en réponse lors d'une conférence de presse à une question pourquoi il refuse d'accréditer à l'Élysée RT et Sputnik, avait dit ce ne sont pas des médias, ce sont simplement des instruments de propagande. Donc il a fait un compliment pareil à l'égard de médias respectés partout dans le monde. Et donc, puisque j'ai évoqué le facteur ukrainien dans ces menées terroristes qui sont organisées en Afrique, je voudrais commenter ce qu'a dit Monsieur le ministre à propos des citoyens maliens qui ont signé un accord pour travailler dans nos troupes au sein de l'opération militaire spéciale. Nous apprécions justement le fait que certains d'entre eux l'ont fait par solidarité avec le pays qui les a aidés à lutter contre le racisme. Certains ont signé des contrats pour des raisons financières. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Mais les informations sur les conditions de ces contrats sont tout à fait publiques. Sur différents sites, on peut trouver des infos depuis longtemps. Nous avons expliqué que
Cela se fait sous le contrôle du ministère russe de la Défense. Et donc, il y a une structure spéciale qui a été mise en place pour examiner les candidatures et voir un petit peu quelles sont les demandes qui viennent de nos amis africains. Nous avons justement une représentante de Spoutnik. Bonjour, Spoutnik Afrique. Et selon à M. Ablakwa, on dit que les réparations, ce n'est pas seulement des réparations financières, mais c'est aussi la restauration d'un héritage culturel et le fait de se débarrasser de cet héritage colonialiste. Voyez-vous cette coopération de façon plus large, notamment par exemple dans la promotion des idées de réforme et de sorte que les voix de l'Afrique aient un poids plus considérable? Je voudrais remercier Spoutnik Afrique de la question. La justice réparatoire est très importante. Elle fait partie des priorités et j'ai déjà félicité la Russie qui a voté pour la résolution qui a été adoptée par 133 pays. Nous sommes d'avis que toute forme de racisme, de discrimination et de violence que nous voyons aujourd'hui, y compris les injustices aux Nations Unies par le fait que l'Afrique n'est pas représentée au Conseil de sécurité, constitue quelque chose de grave. Et les pays l'Afrique lutte pour la mémoire de l'esclavage s'agissant de l'esclavage transatlantique. Je veux féliciter les membres de la communauté internationale qui ont formé cette coalition de gens de bonne conscience pour appuyer cette résolution présentée par le Ghana. Nous remercions la Russie de son soutien, mais l'adoption de la résolution n'est qu'un début. Vous savez que le travail dur commence. Lors d'une conférence, nous avons recensé un certain nombre d'éléments culturels dont nous demandons la restitution. Nous demandons au gouvernement britannique, allemand et français de rendre ces artefacts. Un certain nombre de pays, dont la Grande-Bretagne, se sont exprimés en défaveur du retour des artefacts. Ils doivent rejoindre tous les membres de la communauté internationale en bonne conscience pour faire ce qui est juste. Ce n'est pas équitable, ce n'est pas juste qu'ils conservent ces objets qui sont d'une valeur culturelle, spirituelle. Et il s'agit de symboles de notre culture, de notre tradition, de notre institutions. Certains ont été pillés dans les palais de nos chefs. C'est si important pour nous. Cela fait partie de notre identité, de qui nous sommes. De l'Égypte jusqu'au royaume des Assantides, l'empire malien, l'empire Songo, l'empire béninois, ces artefacts continuent d'être possédés par des gens à qui cela n'appartient pas. C'est pourquoi le président Mahama va accueillir ce sommet de la restitution en marge de l'Assemblée générale. Le président Lavrov, et nous le remercions, a accepté de faire partie de ce sommet, de participer à ce sommet. Nous voulons un nouvel ordre mondial. Le système financier international est axé contre les pays. Les risques élevés, les intérêts élevés, les capitaux élevés, c'est très cher. Nous continuons de militer contre le développement de l'Afrique. Nous ne pouvons pas continuer avec cet ordre mondial. C'est pourquoi nous exigeons
un changement de l'architecture du système financier mondial. Il s'agit de voir comment il traite les économistes africains. Il continue de dire qu'il est risqué d'investir en Afrique. Et vous avez vu beaucoup de pays africains qui dépensent 40%, 50% du revenu des recettes nationales juste pour le service de la dette. Comment pouvez-vous vous développer dans ces conditions avec ce système, cet ordre mondial? Et c'est au cœur du monde nouveau que nous voulons voir. Nous ne pouvons pas avoir des Nations Unies où l'Afrique n'a pas de siège. Nous ne pouvons pas avoir un continent africain avec 54 membres de l'ONU qui n'ont même pas un siège au Conseil de sécurité. Alors que nous sommes les 10 premières, nous sommes dans les 10 nations qui contribuent le plus. Les Africains œuvrent à la résolution des conflits pour la paix et la sécurité mondiale. Et pourtant, nous n'avons pas notre voix au Conseil de sécurité. Nous exigeons une réforme de l'ONU. Cela fait partie de cette justice, de cet agenda de la justice réparatoire. Cela va bien au-delà des compensations financières qui sont légitimes. Et nous ne disons pas que nous voulons l'argent de l'Occident. C'est pas ça. Nous voulons de l'aide. Certains le Royaume-Uni, par exemple, a annoncé des centaines de millions de livres pour investir pour les entrepreneurs. C'est très bien. Nous voulons des arrangements. Nous voulons pas de l'argent pour mettre dans nos poches. Nous examinons les questions de pardon, les questions de cette architecture internationale qui est aujourd'hui confisquée. Il s'agit de restitution. Nous voulons aujourd'hui le retour des artefacts qui sont pillés pour augmenter tout ceci, mais tout ceci doit bénéficier à l'ensemble du peuple. Et il s'agit également d'une question de souveraineté, de contrôle de nos ressources. Nous ne voulons plus d'exportation des artefacts. Et le président Mahama était très clair, et je veux féliciter la Russie qui nous apporte son soutien dans ces nouveaux paradigmes économiques où nous ne serons pas à la merci de l'exploitation. Nous voulons ajouter des valeurs et vous pouvez travailler dans un accord mutuellement avantageux en profitant des ressources mutuelles que nous avons. Nous ne voulons pas déterminer le prix du gaz et du pétrole et nous ne pouvons pas continuer avec cet ordre mondial existant. C'est pourquoi la justice réparatoire englobe l'ensemble de ces questions qui sont tout à fait essentielles. Qui constitue une violation importante. Vous vous souvenez de 1957 où nous avons eu notre indépendance. Et le président nous a rappelé que nous avions besoin d'une émancipation et d'une libération économique. Et c'est ce que veut faire le président Mahama. Et nous sommes en faveur d'une libération économique. Et c'est de ce dont il s'agit lorsque nous parlons de justice réparatoire. Dernière question. Bonjour, Natsuko Novatas. Monsieur Lavrov, question à propos de la visite du président russe Vladimir Poutine sur l'île d'Iturup. La partie japonaise a dit que une note a été remise à l'ambassadeur de Russie au Japon. Pourriez-vous expliquer ce qui s'est passé? Oui, vous savez, nos collègues japonais, nos voisins, évidemment, ont franchi toutes les règles de la décence dans
leur déclaration tout à fait inacceptable sur le fait que le président de la Fédération de Russie n'a pas le droit de visiter toute partie du territoire de la Fédération de Russie. D'ailleurs, j'ai avec moi la charte de l'ONU. Je l'ai toujours sur moi. Vous allez voir, ça va être utile. Le Japon fait aussi partie de l'ONU, mais au départ, avait été désigné dans cette charte comme ennemi de l'humanité. Et en se joignant, en rachetant sa faute pour son militarisme, sa politique militariste et de génocide à l'égard de nombreux peuples, mais en intégrant l'ONU, a signé, ratifié la charte de l'ONU et a reconnu pleinement les principes de cette charte dans leur totalité et dans leur cohérence. Et j'espère que cette charte a été lue avant la signature par la partie japonaise et qu'ils ont lu aussi l'article 7 qui dit: la présente charte confirme la force juridique entreprise par les gouvernements à l'égard de tout gouvernement qui, au cours de la Deuxième Guerre mondiale, a été ennemi de tout État ayant signé la présente charte. Donc, à mon avis, il n'y a rien à ajouter. Mais si on cherche aujourd'hui, si nos collègues japonais veulent modifier le droit international à leur convenance, et si les États-Unis aussi, avec d'ailleurs entre les deux pays, il y a une alliance très étroite, et s'ils veulent renoncer à leurs responsabilités pour ce qui a été fait, s'ils veulent à modifier leur constitution, comme il avait dit, leur constitution hors armes nucléaires, avec une armée qui veut participer aujourd'hui à l'étranger, ce qui est toujours interdit par la constitution japonaise. Tout cela est source de préoccupation. Mais en tout cas, cette politique ouvertement militariste, je le souligne encore, avec toutes ces attaques, je le dis franchement, contre la Russie, en nous accusant de saper le droit international, je les appelle à regarder ce qui se passe chez eux. En ce qui concerne nos ambassadeurs, oui, l'ambassadeur de Russie était convoqué au MID, il lui a été remis au ministère japonais des Affaires étrangères, il lui a été remis une note de protestation, et Madame Takaichi et le ministre des Affaires étrangères ont qualifié la visite de notre président sur sa propre terre envers ses citoyens. Donc l'ambassadeur du Japon a été convoqué, ils nous ont fait des déclarations pas très clair. Ils ont dit que ni vendredi 14, ni le lundi 17, c'est-à-dire aujourd'hui, ne pouvaient venir, ou ils se sentaient pas très bien, ou il n'était pas à Moscou, c'était pas très clair. Bref, tout cela montre que monsieur l'ambassadeur s'appuie sur une énergie peu habituel. Il y a quelques années, il est arrivé il y a 2 ans, il est toujours très actif, il cherche toujours à rencontrer tout le monde. Récemment, d'ailleurs, sans notification et sans autorisation, il a amené une délégation d'hommes d'affaires. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas selon quel agenda, qui il voulait voir. Bref, ils ont rencontré des représentants de notre ministère et du ministère de l'Industrie et du Commerce. Mais tout à coup, on a compris qu'il avait indexé cette visite avec une visite de l'ambassadeur sous un schéma pas très clair. Enfin, cet homme très actif, je pense que ça arrive qu'on soit de mauvais poil, mais en tout cas, monsieur l'ambassadeur a été convoqué, il doit se présenter au ministère des Affaires étrangères, il devra justifier les déclarations des autorités japonaises après la visite du président Poutine sur l'île d'Outoroup.
Et l'ambassadeur, dans son pays de résidence, doit respecter les lois et les procédures qui sont d'usage sur le plan Pour conclure, diplomatique. cette conférence de en presse l'occurrence entre ici, Sergueï en Russie. Lavrov et le C'est ministre tout. Je ghanéen vous n'est remercie. pas un simple échange Fin de la diplomatique de conférence de routine. presse. Je vous remercie pour votre On y voit une participation. Russie qui consolide méthodiquement ses positions en Afrique de l'Ouest à travers un partenaire stable et influent, le Ghana. Visa diplomatique, doublement des bourses, perspectives nucléaires, coopération militaire en attente de ratification, et surtout un rôle affiché de facilitateur sur le dossier du Sahel. Moscou se présente comme le partenaire invité, anticolonial, fiable, face à un Occident souvent dépeint comme déstabilisateur. Accra, de son côté, joue la carte de l'équilibre, elle garde ses relations avec l'Ouest tout en ouvrant largement la porte à la Russie, notamment en vue de sa présidence de l'Union africaine et du sommet Russie-Afrique d'octobre. Le message est clair, la compétition pour l'influence en Afrique se poursuit, et le Ghana vient d'envoyer un signal fort. À suivre de très près dans les mois qui viennent. Merci de votre attention. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer des prochaines analyses. À très bientôt.